Bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis particulièrement heureux d'être ici dans cet établissement où mon cher ami Francis Rebel a exercé ses talents d'écuyer professeur il y a quelques années. Et ça fait une transition avec l'intervention précédente puisqu'il est maintenant, entre autres, consultant pour le développement du CSO en Chine. Donc moi je vais vous parler des destinations de tourisme équestre. Donc effectivement, je vais commencer par une présentation de notre agence qui s'appelle Cavalier du Monde, donc qui est une agence de voyage équestre. On est une petite structure, on est deux basés en région parisienne. Et notre activité consiste à sélectionner des destinations et des guides. On se rend sur place systématiquement et on vérifie que l'offre qui est proposée correspond à nos critères de qualité. Donc sur différents critères tels que naturellement la beauté des paysages, la qualité des chevaux, leur bonne santé, la qualité du matériel, et autres critères tels que la logistique, la manière dont les hébergements et les repas sont organisés, la personnalité du guide évidemment est un critère très important qui participe beaucoup de la réussite ou non d'une randonnée. Donc au fil du temps, depuis 2005, on a sélectionné un certain nombre de randonnées. Là maintenant, on en est à 80, qui sont répartis dans 25 pays sur 5 continents. Et on fonctionne essentiellement par Internet, donc qui est un moyen moderne et qui est particulièrement efficace. Donc, oui, autre chose, puisque le sujet de cette présentation, c'est les destinations de tourisme équestre. Il y a 180 pays, je crois, à l'ONU. On n'est présent que dans 25 pays. Et les critères en fait, de sélection des pays, c'est d'une part, encore une fois, la beauté des paysages, mais aussi, comme ça a déjà été abordé, une culture du cheval. Par exemple, en contre-exemple, en Asie du Sud-Est, il y a assez peu de culture du cheval, donc on n'est pas dans des pays comme le Vietnam ou toute cette partie du monde où on peut évidemment trouver des chevaux et trouver des manières de se promener à cheval, mais ce n'est pas des pays de culture équestre comme les États-Unis, l'Argentine ou autres. Et puis, évidemment, troisième critère, il faut un contexte politique qui permette d'effectuer des randonnées à cheval. Donc, en contre-exemple, les pays qui sont dans une période d'instabilité politique, on en a tous en tête, Afghanistan, Irak, donc, naturellement, on ne peut pas organiser de randonnée à cheval. Donc le voyage à cheval, comme ça a déjà été évoqué, c'est une manière, c'est pour moi en tout cas la manière la plus magnifique de voyager dans la nature, puisque c'est complètement naturel. L'autre manière naturelle, c'est à pied, mais à cheval, on va bien entendu plus loin, on reste plus longtemps à se déplacer. Autre petit détail, c'est qu'à cheval, par rapport à la marche à pied, on n'a pas besoin de regarder là où on met ses pieds. Et en fait, quand on marche, on passe pas mal de temps à regarder par terre, histoire de ne pas se tordre la cheville. Alors qu'à cheval, on n'a qu'à savourer les beautés de la nature. Donc, effectivement, les nuisances sont limitées au maximum. Le voyage à cheval tel qu'on nous l'organise en tout cas fait appel dans la quasi-totalité des cas à des guides locaux, donc ça permet d'avoir un vrai contact avec les populations locales, puisque au HALT on rencontre des populations locales et on a des échanges. Et puis donc ce sont des petits groupes
donc, le fait d'être à cheval assure un accueil particulier. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent. On a un accueil différent si on arrive à cheval par rapport à si on arrive en voiture. Le cheval a un capital de sympathie partout dans le monde qui fait qu'on est accueilli particulièrement chaleureusement. Donc, pour participer à nos randonnées, il faut évidemment être cavalier, c'est-à-dire être à l'aise aux trois allures selon l'expression consacrée. Il ne s'agit pas d'avoir un super niveau, mais il faut maîtriser son cheval au trot et au galop, et puis avoir une position en selle suffisamment décontractée pour pouvoir tenir au pas pendant des heures. On a quelques randonnées qui sont où il y a peu d'allure, où il y a peu de trot et de galop, quand c'est par exemple dans des régions montagneuses. Mais même là, il faut quand même avoir une certaine expérience à cheval, même si on reste au pas, parce que il faut avoir suffisamment d'expérience pour être décontracté en selle. Si on est crispé, on s'épuise, alors que quand on a suffisamment d'expérience, on peut rester des heures en selle sans effort. Je suppose que vous le savez tous. Nos cavaliers sont d'âge très, très variés. Donc on a une moyenne d'âge de 36 ans, avec des extrêmes de 8 à 74 ans, et de milieux sociaux et de régions et professions très variées. Alors, pour les destinations, donc voilà la liste des 25 pays où nous sommes présents. Donc on est présent sur 5 continents et dans des pays très, très variés. Donc on a des typologies de paysages très différentes entre le désert, la savane, la steppe, la jungle brésilienne, la pampa, etc. Alors, les destinations préférées de nos cavaliers. Donc j'ai fait un petit classement des 7 destinations préférées des cavaliers du monde. Donc le premier, c'est le Maroc, pour plusieurs raisons. Au Maroc, on a un programme qui a plus de 15 randonnées, je crois, qui sont proposées toute l'année, c'est-à-dire que du 1er janvier, chaque semaine, il y a un départ au Maroc, et on change de région en fonction des saisons. Donc on est dans le désert entre décembre et mars, puis en moyenne montagne au printemps et en automne, et on est au bord de la mer à Agadir et Essaouira en été, où l'influence de l'océan permet d'avoir un climat agréable. Et donc c'est un excellent rapport qualité-prix, puisqu'on a des randonnées, tout compris, y compris le billet d'avion, à partir de 1 200 €, donc en comprenant tous les repas, tous les hébergements, la randonnée, enfin tout. Et il y a d'excellents chevaux barbares, puisque le Maroc est un pays de vieille tradition équestre. Le deuxième, c'est la France, parce que la France propose des paysages magnifiques, on le sait tous. Et puis, par ailleurs, évidemment, comme il n'y a pas de billet d'avion, c'est sensiblement moins cher que les destinations à l'étranger. Au Portugal, on a aussi une offre importante de mars à novembre. Et on propose plusieurs randonnées, dont certaines sur des plages absolument désertes, une plage de 60 km qui est déserte toute l'année, où on peut faire des galops magnifiques. On a un excellent guide aussi, c'est un critère très subjectif, mais c'est vrai qu'il est tellement à la fois professionnel et sympathique qu'on a de nombreux cavaliers qui retournent au Portugal après en avoir fait une. Ensuite, on a la Jordanie, avec notamment le désert du Wadi Rum, qui est un désert absolument sublime,
de falaises roses avec du sable rose. Il est absolument magnifique. Les chevaux sont des pur sang arabes qui sont géniaux à monter quand on sait bien monter, alors qu'ils sont un petit peu délicats, donc il ne faut pas avoir une main trop dure, mais c'est des chevaux magnifiques. Voilà une photo du Maroc. Ensuite, la Patagonie et la Terre de Feu sont la 5e destination de nos cavaliers. D'ailleurs, on a une cavalière qui a fait la Terre de Feu. La Patagonie, c'est un mot magique et effectivement, c'est au bout du monde et on a vraiment la sensation d'être au bout du monde puisqu'on rencontre pratiquement personne. En 6e, on a l'Espagne, l'Andalousie, par des paysages encore une fois très, très beaux. La Sierra Nevada a été utilisée pour ce qu'on appelle les western spaghetti, puisque les paysages ressemblent beaucoup au Far West américain. Et enfin la Mongolie, alors qui est vraiment un endroit mythique de randonnée à cheval, puisque c'est probablement le dernier peuple cavalier, enfin un des derniers peuples cavaliers. Le cheval est toujours au centre de leur vie quotidienne. Il y a plus de chevaux que de personnes en Mongolie. Ils vivent toujours, enfin, encore autour du cheval et par ailleurs leur histoire, le fait qu'ils aient conquis le plus grand empire de tous les temps avec leurs chevaux font que c'est une destination mythique, alors que contrairement au Maroc qui fonctionne toute l'année, en Mongolie on ne peut y aller que pendant 3 mois, entre mi-juin et mi-septembre. Avant et après il fait trop froid, c'est un climat extrêmement continental. Voilà une photo de la Mongolie. Alors les critères de choix de vacances, en fait, des études ont montré que pour les Français, le critère numéro 1 est le bouche à oreille, c'est-à-dire que on aime bien partir là où on connaît quelqu'un qui est allé dans le pays et qui a apprécié, et qui vous dit que c'était formidable et on se sent rassuré d'y aller. Ce qui est complètement différent pour les Anglais ou les Allemands, selon cette même étude, qui eux recherchent l'originalité, cherchent à sortir des sentiers battus. En France, on est un petit peu suiviste. La notion la peur de rater ses vacances est plus forte que l'envie de découvrir des horizons inconnus. Alors, ce qui crée une sorte de conservatisme, c'est-à-dire que les destinations qui sont populaires le restent et les destinations qui sont peu connues ont du mal à décoller. Par exemple, on a une randonnée magnifique en Géorgie, mais comme personne ne connaît quelqu'un qui est allé en Géorgie, c'est un petit peu difficile. Mais je suis sûr que ça va décoller tôt ou tard, parce que c'est vraiment une destination particulièrement intéressante. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose pour la Kirghizie, qui est également un vrai peuple cavalier, dont le mode de vie rappelle beaucoup celui des Mongols, mais de la même manière, c'est un pays qui est très peu connu et c'est un petit peu difficile. Et donc, c'est un petit peu un hasard, mais ces deux pays sont 2 exemples de pays qui ont rencontré des problèmes politiques, qui ont créé un sentiment d'insécurité qui était justifié à l'époque. En 2008, il y a eu une invasion de la Russie dans 2 provinces de Géorgie. Et en Kirghizie, il y a eu des émeutes entre la majorité kirghize et la minorité ouzbek qui ont créé des fortes tensions. Et donc, évidemment, dans ces périodes-là, la fréquentation tombe en flèche. Même chose pour les révolutions arabes, on a eu une forte baisse des inscriptions au Maroc et en Jordanie, même si le Maroc et la Jordanie n'étaient pas concernés directement par les révolutions arabes, il ne s'est rien passé
Et dans les deux cas, ce sont des royautés relativement modérées, mais néanmoins, ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Syrie, ont créé un climat d'inquiétude qui a fortement nui au départ au Maroc et en Jordanie. Et puis il y a aussi un autre critère qui est le coût, et la parité monétaire. Évidemment, quand la parité monétaire peut rendre une destination plus ou moins chère, et ça joue évidemment un rôle. Alors, donc pour terminer, donc on a des destinations qui sont vraiment typiquement équestres, comme la Mongolie et la Kirghizie. C'est le tourisme non équestre est beaucoup plus confidentiel que le tourisme équestre, puisque ce sont des peuples cavaliers qui attirent les cavaliers. De la même manière, l'Islande a une culture du cheval et une race de chevaux particulière qui attire aussi beaucoup les cavaliers. Donc là, c'est pour la partie typologie. Et en revanche, en effet de mode, on a effectivement des fréquentations en dents de scie pour des pays comme la Jordanie et le Maroc, ainsi que pour les questions de parité monétaire. Et donc, nous, chez Cavaliers du Monde, on continue à chercher de nouvelles destinations, même si effectivement ça ne correspond pas forcément au comportement de la plupart des cavaliers français, pas tout le monde évidemment, parce que pour nous le voyage est lié à la notion de découverte. Je vous remercie.